On voit Nike partout, vraiment partout. Ah oui, Sur les plus grands athlètes, dans les rues du monde entier. On s'imagine une machine marketing parfaitement huilée, des financements sans limite, quoi. exactement. Et c'est ça qui est intéressant avec ce livre, L'art de la victoire. La première chose à savoir, c'est que ce n'est pas du tout un manuel de business classique. Ah non, pas du tout. C'est le récit brut, honnête et souvent complètement chaotique d'une aventure. C'est vraiment une histoire pour ceux qui ont une passion, ce que lui appelle son idée folle, Une idée folle, oui. et qui se demandent s'ils doivent oser se lancer même sans un sou en poche. Et ça nous amène à la question centrale, je trouve. Comment un jeune homme de l'Oregon, plutôt timide, fauché, avec juste une idée que tout le monde trouvait absurde, Folle, oui. a pu créer un empire mondial? Et surtout, qu'est-ce que son parcours nous apprend sur la victoire et peut-être plus encore sur l'échec? Pour bien comprendre, il faut revenir au tout début. On est en 1962, Phil Knight a 24 ans. Fraîchement diplômé de Stanford. Voilà, et il est de retour chez ses parents. Et franchement, il est complètement paumé. Ah oui, en décalage total avec ses amis qui, eux, rêvent de devenir avocats, médecins, des voies toutes tracées. C'est ça. Lui, son rêve, c'est beaucoup plus flou. Il veut juste pas d'une vie où le travail et le jeu sont deux choses séparées. Il veut que sa vie ait un sens. Que ce soit une sorte de jeu, en fait. Et cette quête de sens, c'est vraiment la genèse de tout. Son idée folle, elle vient de là. Importer des chaussures de course japonaises. Oui, de haute qualité, moins chères, pour concurrencer les géants allemands de l'époque, comme Adidas. Mais attention, ça ne naît pas d'une étude de marché hyper poussée. Non, ça vient sa passion. Exactement, de la course à pied. C'est une idée qu'il a d'ailleurs explorée dans un simple devoir pour un cours d'entrepreneuriat à Stanford. Et comment ça avait été reçu à l'époque? Avec des bâillements polis, personne n'y croyait. L'idée semblait juste absurde. Mais lui, impossible de s'en défaire. Ça le hantait. Sauf qu'une idée, ça ne suffit pas, il faut de l'argent. Et là, il va voir son père. Et l'approche est assez maligne. Très maline. Au lieu d'un business plan, il lui vend un voyage initiatique autour du monde. Un grand tour. Et l'étape au Japon, pour son idée folle, c'est juste présenté comme un petit détour. Et ça marche, son père lui prête 50 $ pour démarrer, alors il part au Japon. Avec 50 $, quand on y pense, c'est de la folie pure. Ah, c'est dingue. Il ne parle pas la langue, il n'a aucun contact, pas d'entreprise. Rien. Zéro. Mais en fait, il n'est pas encombré par la connaissance, tu vois. Il obtient une rencontre avec les dirigeants d'Onitsuka qui fabriquent les chaussures Tiger. Et là, c'est le moment du bluff. Le bluff monumental. En pleine réunion, on lui demande le nom de son entreprise. Il n'en a pas. Évidemment. Pris de court, il invente sur le champ Blue Ribbon Sports. Ça sonne bien. Sauf que ça n'existe pas. Absolument pas. C'est du bluff total. Et contre toute attente, ça marche. Il repart avec un accord de distribution pour l'Ouest des États-Unis. C'est fou. Ça illustre bien la citation qu'il met au début du livre. L'esprit du débutant contient beaucoup de possibilités, mais celui de l'expert en contient peu. Il était un débutant, il voyait des possibilités partout. De retour aux États-Unis, il reçoit ses premières boîtes de chaussures. Il les stocke dans le sous-sol de ses parents. Et il commence à les vendre depuis le coffre de sa voiture. Mais il sait qu'il lui faut un allié de poids. Et il va voir la personne dont la vie compte le plus pour lui, Bill Bowerman. Son ancien entraîneur de course, une légende locale. Et Bowerman, ce n'est pas n'importe qui. Ah non, c'est un obsédé de la performance. Et pour lui, tout commence par la chaussure. Il passe son temps à disséquer les chaussures de ses athlètes, à les modifier, à chercher comment gagner un gramme. Donc quand Knight lui montre les chaussures Tiger, Il est plus qu'intrigué, il est fasciné. Et il ne se contente pas de lui donner son avis. Il va beaucoup plus loin. il lui propose de s'associer. Exactement. Et ça, c'est un tournant majeur. Bowerman, il apporte une crédibilité immense. Et surtout, une expertise produit inestimable. Ce duo, c'est le cœur du réacteur. Knight a la vision business, la ténacité. Et Bowerman, c'est l'innovateur obsessionnel. Obsessionnel, c'est le mot. Au point d'aller piquer le gaufrier de sa femme un dimanche matin. Ah, elle n'était pas ravie, apparemment, mais il a cette intuition folle. S'il coule du caoutchouc dans le gaufrier, il obtiendra une semelle avec une adhérence et un amorti parfait. Le résultat? Il ruine l'appareil. L'odeur est pestilentielle, mais il vient d'inventer la Waffle Sole, la semelle gaufrée. Une innovation qui va révolutionner la course à pied. C'est incroyable. Donc, ils ont le produit, le duo de tête. On pourrait se dire que le plus dur est fait. Et en fait, c'est là que les vrais problèmes commencent. Un thème devient le fil rouge de toute l'histoire. La croissance à tout prix.
Les ventes de Blue Ribbon Sport décollent, Les coureurs adorent les chaussures Tiger, ça marche du tonnerre. mais ce succès est en train de les tuer. Exactement. Le livre, c'est une plongée hyper angoissante dans les problèmes de trésorerie, de cash flow. Comment ça marchait concrètement? Pour faire simple, disons qu'ils vendaient pour 100 000 $ de chaussures. Le problème, c'est que cet argent n'arrivait sur leur compte que 60 ou 90 jours plus tard. D'accord. Sauf qu'il fallait payer les fournisseurs japonais maintenant, pour la prochaine commande, qui était encore plus grosse. Chaque vente creusait le trou de trésorerie. C'est le paradoxe mortel de l'hypercroissance. C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est que Knight applique l'éthique de la Silicon Valley des décennies avant l'heure. Ce principe de croissance à tout prix, même au détriment de la rentabilité, il l'applique instinctivement dans les années 70. Sauf qu'il n'a pas de capital risque pour le soutenir. Non, juste des banquiers locaux terrifiés qui lui coupent les vifs tous les 3 mois. Sa philosophie qu'il leur répète tout le temps, c'est « la vie, c'est la croissance. Le business, c'est la croissance. On croit ou on meurt. » Et pour soutenir cette croissance folle, il s'entoure d'une équipe particulière. Pas vraiment des diplômés de MBA. Pas du tout. C'est un groupe de passionnés, d'originaux, un peu marginaux, qu'il surnommait affectueusement les « buttface ». Et ça, ce n'est pas juste une anecdote. Non, ça illustre sa stratégie de recrutement. Knight n'engageait pas des experts en chaussures, il engageait des croyants, des gens qui vivaient et respiraient la course à pied. L'exemple le plus marquant, c'est Jeff Johnson, le premier employé à temps plein. Un coureur passionné qui, au début, bombardait Knight de lettres, parfois de 10 pages. Pour avoir des conseils, des encouragements, et il a bâti à lui seul toute la base de clients sur la côte Est. Oui, en créant un système de fiches pour chaque coureur, avec la pointure, les préférences, les performances, une sorte de CRM avant l'heure. C'est ça. Ou Bob Woodle, un vendeur qui devient paralysé après un accident. Le lendemain, depuis son lit d'hôpital, il demande à Knight de lui trouver un rôle, n'importe lequel. Il deviendra un des dirigeants les plus importants de Nike. C'est cette passion commune, cette loyauté qui a servi de ciment quand tout le reste menaçait de s'effondrer. Pendant des années, tout repose sur cette relation fragile avec leur fournisseur japonais, Onitsuka. Ils sont leur seule source de produits. C'est un risque énorme. Oui, parce que quand on dépend d'un seul partenaire qui vous voit grandir aussi vite, Le risque de se faire trahir est immense. Et c'est ce qui finit par arriver. Onitsuka voit ce marché américain juteux. Et ils se disent « pourquoi partager le gâteau ?» Ils commencent à chercher d'autres distributeurs, ils leur livrent les mauvais modèles, c'est le début d'une guerre. Une guerre commerciale et juridique qui va presque les anéantir. Blue Ribbon est acculé. Au bord du gouffre. Et c'est dans ce moment de crise absolue qu'ils prennent la décision la plus importante de leur histoire. Oui, ils n'ont plus le choix. Pour survivre, il faut créer leur propre marque, leur propre ligne de chaussures. Et on voit là que les plus grandes créations naissent souvent de la pure nécessité. Ce n'est pas du tout une longue réflexion stratégique. Ah non, c'est une décision prise dans l'urgence, dans la panique la plus totale. Même le nom, il ne sort pas d'une agence de branding. Pas du tout. C'est Jeff Johnson, l'employé obsessionnel, qui appelle Knight en pleine nuit, lui dit « J'ai fait un rêve. Le nom, c'est Nike, la déesse grecque de la victoire. » Nike n'est même pas convaincu au début. Non, mais ils n'ont pas le temps. Ils choisissent Nike. Et pour le logo, le swoosh, c'est encore plus fou. 35 $. 35 $. Dessiné par une étudiante en graphisme, Caroline Davidson. Professionnels pour lancer leurs premières chaussures Nike. Et là, C'est la catastrophe. la qualité est médiocre. Les chaussures sont pleines de défauts. Logiquement, ça devrait être la fin. Et pourtant, les commandes affluent. C'est complètement contre-intuitif. Salé. Et c'est là qu'on touche au capital le plus précieux qu'ils avaient accumulé sans le savoir. Ce n'était pas un capital financier. C'était un capital de confiance. Exactement. Un de leurs revendeurs leur dit, en substance, « Votre produit est mauvais pour l'instant, mais vous, on vous croit. On sait que vous dites toujours la vérité. Donc si vous nous dites que ces Nike valent le coup à terme, on vous suit. » Et c'est une distinction essentielle. Il réalise à ce moment-là qu'il ne vend pas que des chaussures. Ils vendent une croyance. Il croit passionnément en la course à pied, en ses bienfaits. Et cette conviction, cette authenticité, elle est contagieuse. Les gens n'achètent pas un produit, ils adhèrent à une idée. Finalement, ce livre, c'est bien plus que l'histoire d'une marque. C'est une aventure humaine, sur la persévérance, sur la gestion de crises permanentes. Et sur la constitution d'une équipe improbable, mais soudée par une passion. Le conseil que Phil Knight se donne à lui-même tout au début, en 1962, résonne tout au long du livre. Quoi qu'il arrive, il ne fallait pas s'arrêter. C'est un véritable mantra. Tout à fait. Et le livre se termine sur une réflexion qui va bien au-delà du business. Après des années de lutte, Knight réalise que la relation avec son entreprise est à double sens. Il écrit « Ce n'était plus simplement que je fabriquais des Nike, c'était aussi Nike qui me fabriquait moi. » C'est une pensée très forte. Oui,
Et ça nous amène à une question de fond pour quiconque se lance dans un projet passionnant. À quel point est-ce que notre création nous définit? Et où se situe la frontière, parfois floue, entre ce que l'on construit et ce que l'on devient en le construisant?